Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Améliorer l'accès à l'énergie des Béninois, c'est le défi à relever par le MCA. Plus de 200 milliards de francs CFA sont mis à la disposition du programme par le gouvernement américain et béninois. Après 12 mois d'activité, l'heure est au bilan. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore la demande du marché. Quelles sont les techniques à adopter par les aquaculteurs pour un meilleur rendement? On en parle. La césarienne redoutée par les femmes il y a quelques années encore est aujourd'hui le premier choix pour les parturientes. Dans quel cas cette intervention doit avoir lieu? Les spécialistes nous éclairent. Développer le réseau électrique du Bénin pour un accès fiable à l'énergie et une croissance économique forte et durable, c'est l'objectif du gouvernement béninois à travers son projet Millennium Challenge et Compte Bénin 2 en partenariat avec Millennium Challenge Corporation. Hier jeudi, une conférence de presse s'est tenue pour informer l'opinion publique sur l'état d'avancement du programme après 12 mois. Amitié Sagwidi, Lazare Migan. Le Bénin essaie de résoudre de mieux en mieux la question de déficit en énergie électrique. Dans les grandes villes, on note une amélioration dans la satisfaction des besoins des populations en la matière. Cependant, dans les zones rurales, beaucoup reste encore à faire. Voilà pourquoi les autorités du pays ont décidé de recourir à l'appui du Millennium Challenge Corporation pour l'accompagner dans le domaine. Depuis 2017, un accord signé avec la structure américaine a permis de démarrer le projet avec l'installation de plusieurs centrales électriques. Nous avons lancé les études géotechniques et hydrologiques sur les 4 sites sur lesquels les centrales solaires seront construites. Je précise, pour ces centrales solaires, il y en a 4, une à Boïcon pour une puissance de 15 MW, une à Parakou de 15 MW également, à Djougou et à Natitengu respectivement de 10 MW. Le programme Millennium Challenge Account 2 va permettre de renforcer et de moderniser les infrastructures de distribution d'énergie électrique du Bénin en vue d'étendre la capacité du réseau à satisfaire les besoins en énergie du pays. À travers le compact, le Bénin disposera de 5 fois plus la capacité de transformation d'énergie électrique de ce que c'est en place aujourd'hui. Le compact mettra en place aussi des outils de contrôle, commande et communication entre les principaux éléments du système électrique du Bénin, qui sont en cours de préparation par la grande entreprise américaine General Electric. Dans ce cadre, plusieurs projets sont prévus pour être réalisés au cours de cette année. Entre autres, la réforme des politiques, le renforcement institutionnel et la production d'électricité. Pour un seul objectif, la disponibilité d'une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Le dernier projet, accès à l'électricité hors réseau, il y a une facilité pour la promotion de l'énergie propre hors réseau, qui est en fait un fonds de 32 millions mis à la disposition des initiatives privées, associatives, publiques, susceptibles d'apporter de l'énergie électrique dans les zones reculées, isolées et non connectées au réseau conventionnel de la SP2E. Au terme des 5 années de la mise en œuvre du programme, la capacité nationale additionnelle de production d'électricité du pays va atteindre 50 MW, ce qui va correspondre à environ 20% des besoins actuels. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser les techniques pour avoir un bon rendement. Joséa Bochrenou nous donne plus de détails au micro de César Chalet et Iliad Boukovo. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture.
La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée? Heureuse d'annoncer pour les précisions. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, pas extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de la parotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus, et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc, si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les gens m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agouadje. Ils sont pas souffrance quoi. Il vaut mieux la voix basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir dire quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons.
Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Hors du Bénin, le Nigeria veut augmenter sa taxe sur valeur ajoutée TVA de 5 à 7,5%. D'après l'autorité en charge des finances, la nouvelle mesure devrait intervenir d'ici 2020. Elle fait partie d'une stratégie plus globale qui vise à augmenter les revenus de l'État fédéral nigérian. Notre objectif est d'augmenter nos revenus jusqu'à un minimum de 65% en 2019, de sorte qu'au cours des 3 prochaines années, nous soyons en mesure d'atteindre 80 à 85% de notre objectif de revenus, a déclaré le responsable. Le pays n'exclut pas l'idée d'émettre de nouvelles obligations pour mobiliser plus de financement. Le Fonds international de développement agricole a désormais un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Les locaux se trouvent à Dakar. Ce siège sera un hub pour les activités du FIDA dans la sous-région ouest africaine. Le reportage de notre consoeur Oumi Ndour de la RTS. Avec ce bureau régional, le Fonds international de développement agricole, qui a son siège à Rome, poursuit sa politique de rapprochement avec une frange importante de ses bénéficiaires, les producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. On a observé depuis une dizaine d'années à travers différents pilotes qu'il était bien meilleur d'être sur le terrain, près des gouvernements, près des bénéficiaires, les petits agriculteurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous croyons beaucoup que maintenant les pôles de décision sont locaux. Créé en 1977, le Fonds international de développement agricole est une agence spécialisée des Nations Unies. Il appuie le développement agricole dans les pays en transition et en développement en finançant notamment les agriculteurs. Dans la zone ouest africaine toutefois, ces derniers participent désormais à l'effort de financement en ayant leurs propres initiatives. On a amené un premier financement de 5 millions de dollars. On a négocié avec l'Union européenne pour les mettre à notre service, mais via le FIDA. Après, on a amené 15 millions de dollars et maintenant, on est en train de négocier 40 millions. Donc, cela veut dire que nous avons répondu à cet esprit de partenariat. C'est Samba Ndiobenka, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, qui a présidé l'inauguration du siège. Il annonce la poursuite des projets entre le FIDA et l'État du Sénégal. Il y a le PAFA qui a pris fin et le PAFA Extension. Et très prochainement aussi, il y a le PADAIR qui va très prochainement démarrer. Au-delà de ça aussi, il faut noter un projet important dans le cadre de la création d'emplois. C'est le projet AgriJeunes qui va participer un peu à l'employabilité, mais aussi à la création d'emplois durables et bénéfiques pour toute la jeunesse sénégalaise. Ce bureau Afrique de l'Ouest du FIDA couvre 7 pays, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie et le Sénégal. Son ambition est de constituer un véritable hub pour le développement agricole de cette région. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.